J'ai préparé 10 extraits, un mini blind test, et que du jeu vidéo. J'ai pris à la fois des thèmes qui m'ont marqué dans ma vie de gamer, et aussi du sound design pur et simple. J'ai une culture jeu vidéo qui est très grande, mais qui est quand même spécialisée. Donc des fois, il y a des évidences que je connais absolument pas, notamment au niveau occidental, donc ça va être marrant. Hein. Alors, on va voir. Normalement, j'ai mis des trucs assez obvious. Quoi? Mais on va démarrer avec un grand classique. Et là, je vais pas savoir le malaise. Non, tu sais. Alors, j'enlève juste mon chat qui est sur le PC à 2 cm du bouton d'allumage. Si ça coupe d'un coup, vous savez pourquoi. Le startup, le boot de la PlayStation. Voilà, le fameux boot de la PlayStation. Et oui, c'est incroyable ce son. Incroyable. C'est ça, en fait, c'est que ça te défonçait la tronche quand t'allumais ta Play. C'était ouf. Et tu sais quel synthé a été utilisé pour ça? Je sais plus, mais j'avais vu, il y a une vidéo YouTube assez rigolote du mec qui refait justement les jingles d'hiver et compagnie. Il l'avait refait à la perfection. Et j'avais cette info, mais je l'ai plus. Ouais. C'était un Roland D50. C'était le sound design de ces années-là. En termes de bruitage, c'était dingue. Par exemple, je sais pas, je suppose que tu as dû jouer à Ocarina of Time, à des trucs comme ça. Mais tu sais, c'est ouf. Je me rappelle encore du bruit juste des menus quand tu switches. Tu sais, le petit plup plup. Oui. Final Fantasy aussi, comme ça, ils étaient très très forts pour ces petits bruits-là. Là est drôle en plus à réaliser. Justement, comment rendre ces sons. Nintendo est fou d'ailleurs sur cet aspect-là, parce que Nintendo, vraiment, assez vite, ils ont essayé justement de rendre leur sound design, même sur l'UI et sur les menus, etc., cohérent avec la musique. Et c'est ce que tu vois dans pas mal de jeux, dans les Zelda, dans Mario aussi, le dernier Mario en date, là, AAA, Super Mario Odyssey, c'est super drôle, quoi. Quand tu te balades dans des câbles électriques, quand tu sélectionnes des choses, tout est dans la tonalité tout rentre dans la gamme en cours du morceau. Quand tu ramasses les petites notes de musique là, ça te fait la gamme majeure du morceau. Et moi aussi, il y avait le bruit parce que j'avais la GameCube. Le bruit d'allumage de la GameCube était fou. J'adorais ce truc-là. T'as des bruits comme ça purement sound design qui t'ont vraiment marqué, toi? Mais moi, j'adorais à l'époque 8-16 et 8-16 bits, juste les modulations de bruit blanc. Et ça, c'est que ça, les effets sonores sur Nintendo NES et même sur Final Fantasy, tu vois, quand il y a un incendie, quand il y a du feu, comme ça, ou quand il y a une explosion. Quand il y a une explosion de boss, etc. Tous ces effets-là sont du bruit blanc qu'on pitch violemment vers le haut, vers le bas. On met des effets. Et moi, je trouve ça passionnant. Les effets sonores, notamment sur les consoles primitives, parce que en fait, c'est que du bidouillage. Le son Windows 95 par Brian Eno, c'est vrai. Putain, oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié ça. Et il y a aussi, j'ai vu une vidéo sur le mec qui a fait tout le sound design Apple. I'm a guy who did something famous that you might have heard. It sounds a little like this. Et qui sont toujours utilisés. Donc notamment les sons de Corbeil, les sons de quand tu cliques à un endroit que ça fonctionne pas et tout. Et ce qui est marrant, c'est que le mec en a tiré que dalle, quoi. Il a aucun droit dessus et tout. Et le mec, il a produit son SFX pour $50. Mais exactement, quoi. C'était vraiment l'arnaque totale. Pour à la Tetris, quoi. Terrible. Exactement. Un que j'adore. Et en plus, c'est d'actualité. Ah, voilà. Ah oui. D'ailleurs, Docs, Mario 64. Exactement. Celui-là, qu'est-ce qu'il est ouf. Ça, c'est vraiment c'est le morceau qui revient très très souvent dans le top musique de beaucoup de monde avec les Gerudo Valley de Ocarina of Time, etc. Ce niveau faisait flipper pas mal de gens. Je sais pas si tu te rappelles, t'avais cette anguille ignoble, cette murène là, tout à fait dégueulasse, qui était ultra flippante quand t'étais gamin, que tu faisais ça. Du coup, en fait, la musique aidait à rendre le truc moins traumatisant, tu vois. C'est très chill, mellow cette musique. C'est un thème qui reste beaucoup. Les thèmes aquatiques, c'est souvent le cas, de toute façon. C'est un peu les clichés de la musique de jeux vidéo sur des années et des années. Ouais, t'as souvent ces style Rod, Célesta, vibes. Pour l'autre morceau aquatique que tout le monde ressort en général, c'est Aquatique Ambient. Là de Donkey Kong Country 2 aussi, c'est un peu ce genre de vibe. On va passer à autre chose. Alors là, on va être purement que sur du sound design, que sur du bruitage.
C'est très récent. Est-ce que ça serait pas... Non, je dis peut-être... Non, c'est une connerie. Essaye, hein. J'ai pas mis le chat parce que... Non, parce que les gros sons... En fait, j'allais dire Doom parce que les grosses sonorités, mais j'entends des bruits futuristes machin, et je me demande si c'est pas l'arrivée dans Half-Life 2. Mais je pense pas non plus. Plus récent, beaucoup plus récent que ça. Ah, beaucoup plus récent. Ouais. Ok. Il y en a qui l'ont dans le chat. Ouais. Attends, parce que le sound design est ouf. Je vais rater, mais... Ah! Mais c'est que des sons que... Ah bah c'est ça. C'est Cyberpunk plutôt? Non. 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 Non, ça va me frustrer parce que... Alors un indice, t'y as pas joué longtemps. Ah, c'est Death Stranding? Ouais, c'est Death Stranding, ouais. Ok. Ah bah tu vois, je m'étais pas tant concentré sur le travail de sound design parce qu'il est souvent noyé sous la musique. En fait, moi, Death Stranding, c'est un jeu que j'adore. Et en termes de sound design et de petits détails et tout, je trouve que Kojima est un grand malade pour ça. Alors c'est pas Kojima qui le fait évidemment, mais c'est quand même lui qui dirige le projet et tout. Et aussi du coup, parce que toi, en fait, le jeu t'a gavé très vite. Hein. Si j'avais bien compris. Oui, peut-être j'aurais dû donner plus sa chance, mais j'ai vraiment trouvé que c'était un postulat archi prétentieux qui m'apportait très peu de plaisir et beaucoup de souffrance. Mais techniquement, c'était incroyable, tu vois. Ah, c'est ce que j'adore avec Kojima, c'est qu'il fait n'importe quoi, mais avec les moyens, tu vois. C'est ça qui est fou, c'est que en plus là, c'était vraiment Death Stranding, t'avais pas grand monde derrière pour lui dire oh là, arrête un peu tes conneries, c'était en mode allez si t'inquiète, vas-y, on te fait confiance, balance-nous ton projet. T'as joué quoi, quelques heures, 5-6 heures, un truc comme ça? Joué 6 heures juste avant qu'il y ait justement tous ces éléments qui s'ouvrent a priori. Mais je sais que j'étais arrivé à un moment où je me faisais choper à l'infini, un moment particulièrement dur. Ah non, bah voilà, super. Non, mais non. Et vu que j'avais plus aucune patience, j'avais arrêté là. Ça rajoute au spectacle, évidemment, de rage quit comme sûr. ça, machin. Alors on va enchaîner avec une de mes séries de jeux favorites. Il y a plein d'évidences que je connais pas, donc c'est assez drôle. Très pointu sur plein de trucs, et des fois, c'est en mode, typiquement en Pokémon et compagnie, en général, les gens ils disent quoi, c'est pas ci, c'est pas ça. Je suis passé à côté du phénomène. Ah, Castlevania 2 Bloody Tears. Voilà, c'est bon. Instant. Oui. Je l'ai refaite même, sous tracker. Ah ouais, d'accord. J'ai fait des arrangements et je l'ai refaite aussi sous tracker à l'identique Nintendo NES, quoi. Ah, c'est génial. C'est un excellent thème. Ah ouais, c'est super. Et même Deadmau5, je sais pas s'il y a eu cette vidéo de Deadmau5 qu'il avait refaite. Je crois que c'était Bloody Tears. T'as déjà vu le studio de Deadmau5, je suppose? Oui, c'est les armoires de... C'était des montagnes de modulaires, quoi. Des montagnes de modulaires. Ouais. Partout, et en fait il a tout refait, donc en midi il envoie tout à ses modulaires et tout le thème est refait en modulaire, c'est trop bien. Et ouais, Castlevania, extrêmement sous-coté. Toi, tu kiffais la série aussi? Oui, Castlevania, moi je suis très nostalgique des épisodes 2D. Tout le passage en 3D, je suis un peu passé à côté. Pendant un marathon, lors de ma première année de stream, j'avais essayé Castlevania 64, c'était un grand souvenir de souffrance, il n'y a plus d'archives hélas. Parce que la PlayStation 1 aimait bien charger les contenus 2D pendant 55 ans, donc c'est parti pour le prologue du jeu, le dernier stage de Shinobundu. Mais oui, que ce soit Castlevania 1, 2, 3, Rondo of Blood, Symphony of the Night, tous les épisodes... C'est formidable musicalement, en plus c'est toujours champagne. Enfin, il y a plein de compositeurs très cool qu'on connaît moins. La plus connue de toute la série, c'est Michiru Yamane. Qui a fait beaucoup de choses, notamment sur Symphony of the Night et sur les épisodes GBADS. Et Bloodlines d'ailleurs, sur Mega Drive, faut pas l'oublier, très bon aussi. C'est très rigolo, en plus ce mishmash de Dracula et tout ce qui tourne autour de près ou de loin à l'horreur et à la mythologie. C'est cool. Vraiment un gros bordel. Et non, c'est vraiment cool, c'est un énorme classique. Tu vois, c'est un des seuls remasters ou reboot ou quoi que j'aimerais voir. Ça va être moins sympa à écouter. C'est du sound design encore là. Ah. Un peu flippant. Ah. Les jeux d'horreur, c'est pas mon fort si c'est ça. Alors c'est pas un jeu d'horreur, mais ça en est pas si loin que ça en fait, en vrai. Ok. Voilà.
Ah, les beaux soupirs, les râles. C'est l'instant chelou du blind test. Est-ce que tu me dis qu'on n'est pas dans du jeu d'horreur, hein? On n'est pas dans du jeu d'horreur, non. Mais c'est pas loin. Niveau ambiance. Il y a beaucoup de reverse de samples et tout. Pour ça, ça emmène plutôt vers l'horreur, ou les amnésias, enfin tous ces trucs-là, quoi. Il y a Zelda aussi qui faisait des mix un peu comme ça. Mais... c'est plus récent aussi, c'est assez récent. Ah, c'est récent? Ouais, c'est assez récent. Alors c'est moins récent que Death Stranding, mais c'est pas loin, c'est à peu près même... C'est une série de jeux. Ah, j'avoue, je l'ai pas. Alors dans le chat, je regarde, mais je crois qu'il y a personne qui des Animal Crossing. je vais arrêter. Ah bah les Souls, ouais, peut-être, simplement. Exactement, c'est ça, c'est Dark Souls. C'est Dark Souls 3 et c'est la danseuse de la vallée boréale. Ah oui. Parce que justement, en fait, elles, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des voix, qu'ils les ont mises en reverse. Mais ouais, en termes de sound design, c'est pareil. Les Souls m'ont vraiment mis une grosse tarte. Tu sais, la puissance des coups. Genre juste le bruit d'épée, le truc, les bruits de corps dégueulasses, de trucs comme ça. Ultra efficace, je trouve. De toute façon, le son, de manière générale, c'est un peu ce qui est cruel dans le jeu vidéo, mais que ce soit l'aspect son et musique, pendant très longtemps, c'était vraiment le bout de la chaîne, entre guillemets, les dernières miettes de budget, on contactait les gens de l'audio. Maintenant ça a quand même pas mal changé, notamment parce que voilà, les gens se rendent compte que la musique et le sound design, c'est quand même au moins un tiers de l'expérience, de la qualité de l'expérience, si ce n'est plus, quoi. C'est ça, donc voilà, c'était la danseuse de Dark Souls. On va passer à un truc que t'as bien poncé aussi. Ah bah, c'est Mario Odyssey. Ouais, c'est Mario Odyssey, on en parlait tout à l'heure. Oui, Mario Odyssey, ouais. C'est speedrun. Et je trouve ça assez marrant la direction que prend Nintendo sur Mario Odyssey, Mario Kart ou quoi, de faire des trucs vraiment full orchestre live avec chanteur du coup là, en l'occurrence sur celui-là et tout, je trouve ça assez dingue. Le point culminant de la musique de Mario, c'est Super Mario Galaxy 1 et 2, quoi. Totalement orchestré, des thèmes genre Gusty Gardens et compagnie qui sont hyper mémorables. C'est cool d'être sorti du carcan hyper mélodique, de toujours garder la patte 8-16 bits, etc. de l'époque pour avoir transformé Mario lors de son passage aux générations futures. Mais c'est marrant, mais t'as un côté un peu kitsch, tu sais, dans tous ces trucs, c'est ouf, quoi. T'as dû voir la vidéo de Mario Kart aussi qui est jouée live, en fait, avec le mec qui slappe, la guitare et... J'allais dire, c'est vraiment un truc japonais, je trouve, tu vois, de sortir ce type-là de musique en ce moment, quoi, dans ces années-là, je trouve ça... C'est très enthousiaste. Comme manière de penser, c'est marrant, moi, je trouve. On nous regarde même, on peut nous regarder de manière chelou quand, voilà, même moi, je suis très très fan de tous les genres musicaux dont on a parlé avant. Et je suis toujours possédé par le chiptune, tu vois, je trouve ça extraordinaire. Et c'est un genre qui permet de vraiment faire de la bouillie de mélodies, d'arpèges et d'harmonies sans que ça soit trop choquant et que tout soit un petit peu déchiffrable, vu que c'est des sonorités très simples du coup, donc c'est facile de spammer ces fréquences-là. Moi j'adore le chiptune, donc de toute façon. Mais... Alors je te prépare le suivant. Alors je m'excuse d'avant, mais en fait parce que j'ai une question à poser sur celui-là. J'en étais sûr. Je suis désolé, mais... Ah, le Crazy Frog Racer. Ah oui, alors, il y a une anecdote rigolote par rapport au petit truc qu'on a entendu au début. Le motif de il y a une histoire par rapport à ça. En gros, oui, donc ça c'est Crazy Frog Racer. Il y a beaucoup de choses à dire sur Crazy Frog Racer sur Game Boy Advance. Que d'anecdotes. Donc ouais, ça c'était parmi les dizaines de jobs que j'avais eu et j'avais ça qui était tombé. C'était plutôt bien payé en plus pour ce que c'était. Et en gros, c'est simple, c'est une boîte allemande qui avait des jeux de commande. Les jeux de commande, c'est tout simplement une boîte qui a un budget limité et qui va avoir un petit studio de développement, souvent européen. J'ai cette marque-là, faites-moi un jeu autour de cette entité. Donc là, c'était Crazy Frog, il voulait faire un jeu à Mario Kart. L'entité Crazy Frog. C'est ça. Et qui était dégueu d'ailleurs. Et donc il y a plusieurs anecdotes marrantes. Déjà, c'était un cauchemar à faire parce que ça utilisait
un outil développé par Factor 5 qui était utilisé pour faire de la musique sur Nintendo 64 à la base. Et c'était avant que, enfin, justement, après c'était super cool de faire de la musique pour GBA et DS parce qu'ils avaient développé des moteurs qui jouaient des modules, justement des musiques faites sur Tracker PC. Donc là, c'était le bonheur absolu. Mais là, c'était pas le cas. Et là, en gros, le logiciel de Factor 5 qui s'appelle MusiX, Musix MUSYX, c'était un sampler qui marchait pas très bien, où en gros, tu mettais tes samples et tu leur donnais un pourcentage de priorité. Donc si ta basse, elle est à 100%, ton son de basse est à 100%, c'est-à-dire que peu importe le nombre de bruits de moteur, de Crazy Frog qui gueule ou de machin, le son de basse jouera quoi qu'il arrive. Ok. Parce que tu es limité en canaux, en fait, en polyphonie. En sachant que sur la Game Boy Advance, c'est particulier, tout est géré par le CPU. C'est-à-dire que tu as les 4 canaux de Game Boy Color si tu veux les utiliser, donc chiptune. Et ensuite, quand tu ajoutes par exemple un canal en plus de wave, d'audio, tu vas bouffer 3, 4, 5% de tes ressources pour le jeu vidéo total. D'accord. Donc c'est pour ça qu'un jeu vidéo de puzzle game très simple, un Tetris, tu pouvais à la limite faire une musique avec 10 pistes et avoir une belle orchestration. Tandis que si tu faisais un jeu très nerveux, genre F0, etc., là tu pouvais pas parce que déjà la console était sur les rotules en train de suivre les 60 FPS et le truc qui fonçait à balle, quoi. Et donc tout ce sampler là ensuite tu le liais à ton dos. Donc en fait moi je l'utilisais en esclave dans Sonar. Ça aurait pu être Cubase, ça aurait pu être Logic ou n'importe quoi. Et en fait tu faisais ton fichier MIDI, mais tu faisais ton fichier MIDI en sachant que tu ne peux jamais dépasser 6 canaux. Donc tu faisais ta musique, mais voilà, une fois que tu commençais à mettre par exemple un accord de corde ou une mélodie de trompette plus son harmonie, bah fallait que tu commences à faire gaffe au pourcentage de priorité que tu avais mis à chaque son parce que du coup bah oui t'as un accord de corde, mais s'il joue en même temps que la trompette, bah ça se trouve le kick drum et le snare ils vont pas jouer et machin. D'accord. Donc tu vas composer tout le temps en te disant est-ce que la musique elle va plus ou moins jouer en jeu comme elle doit être jouée. Donc tu devais un petit peu définir aussi selon les bruits de moteur et compagnie ce qui allait être sacrifié dans ta musique. Donc très très pénible à faire. Donc contrainte de temps, projet pas super inspirant. Et l'anecdote rigolote, c'est que le développeur de Crazy Frog Racer est une légende du jeu vidéo. C'est le mec qui a fait Turrican à l'époque. Et Turrican sur Commodore, Amiga, PC, console, etc., Atari, c'est le jeu de plateforme action qui a défini le genre. C'est un peu, si tu as eu des contrats, des Megaman après, etc., c'est parce que Turrican a existé, tu vois. Très très drôle comme anecdote que lui-même se retrouvait dans ce petit studio à faire des jeux de commande. Voilà, c'est Manfred Trends, exactement le développeur de Turrican. Et Chris Westbeck qui faisait la musique à l'époque. Chris Westbeck, un peu une légende de l'époque. Et oui, un cauchemar, et cette bande-son est dégueulasse, bien sûr. Et j'avais fait une autre bande-son avec ce logiciel horrible qui était un peu mieux, mais qui était pour un jeu de plateforme basé sur une licence de dessin animé allemand pour les enfants qui n'intéresse personne. Je me demandais vraiment, voilà, c'est ça, comment en fait tu composais pour la GBA. Je savais pas si tu avais toujours cette limite effectivement de canaux ou trucs comme ça. Parce que je me rappelle par exemple, c'est bien GBA, hein, c'est pas la Game Boy normale, c'est la Advance. C'est la Game Boy Advance, ouais. La Game Boy Color, enfin Game Boy Color, elle peut jouer que les canaux de la NES, c'est-à-dire des ondes carrées, triangulaires et du bruit blanc. Parce que je me rappelle d'avoir eu un jeu Le Seigneur des Anneaux où ils avaient compressé un extrait du film dedans et t'avais le vrai son du coup du truc, mais c'était une horreur. Je me disais mais putain c'est fou en fait. Tu peux mettre un fichier mais ouais tu le défonces. Enfin j'avais du mal à comprendre comment fonctionnait l'audio sur la GBA, tu vois. L'audio c'est ça, ouais. En gros t'as les canaux de la Game Boy Color et ensuite c'est du sacrifice et en plus le tout est joué à, si je dis pas de conneries, en 8 bits et je crois que c'est du 11 kHz, c'est même pas du 22 kHz, donc c'est vraiment une qualité médiocre, quoi. Et juste la dernière anecdote, ce fameux modif qui est genre CDE, CG ou une connerie comme ça, et Do Ré Mi Do Sol, et c'est ce thème-là, en fait, ce motif-là, on l'appelait, c'est avec la pote des Furieux sur IRC, c'était le cum shot, donc l'éjaculation. Et en fait, le délire, c'est que à chaque fois qu'on faisait des compètes de Zik ou qu'on était sur des projets, le but, c'était de rentrer un cum shot dans les projets sur lesquels on bossait. Et notamment Jake Kaufman, qui a inventé cette connerie, Virt, qui a bossé sur des milliards de bandes-son de jeux vidéo très cool, que ce soit des contrats TMNT sur DS, sur tous les Shantae,
et plein de jeux. Il a fait la bande-son de Barbie sur Game Boy Advance. Le thème de titre, title screen de Barbie sur Game Boy Advance, ce n'est que ce motif-là, c'est des cum shots qui se répondent les uns les autres avec des cuivres, des cordes, des guitares. Et c'est genre nous évidemment, il nous a fait écouter ça, on se chialait dessus de rire, alors qu'évidemment personne ne se doutait que le délire derrière c'était ça. En général, tu terminais ton morceau de compète en mettant un cum shot caché. C'est ça, dans le jazz, ils sont plus polis, ils appellent ça The Lick. Oui, The Lick, ouais, c'est connu aussi. Ouais. Ah, bien sûr. GoldenEye, 64. GoldenEye 64. Très drôle, cette bande son, elle est très drôle. Est-ce que t'as le niveau ou pas? Le niveau n'est pas c'est pas le niveau qui commence dans les shots, c'est le début quoi. Ouais, c'est ça, c'est Facility. Facility, voilà, c'est ça. Exactement, c'est le début du jeu. Et c'est mortel. J'adore ce... Et moi je trouve ça extraordinaire, hein, le travail de réussir à reprendre ce thème à l'infini sur la quasi-intégralité de la bande son et de rendre tout assez cool. C'est vraiment un gros tour de force. Hein. Ouais, carrément. Et du coup la N64 avait aussi ce fonctionnement en piste, voilà, en différentes... comment ça marchait ça? J'imagine que c'est un peu pareil, qu'il n'y avait pas de chipset sonore particulier dédié et que du coup c'était process par la console quoi. Mais bon voilà, la Nintendo 64 elle en avait un peu plus dans le ventre, donc on voit qu'on avait quand même des samples, typiquement Mario 64 ou Ocarina of Time, les samples vocaux même si c'était très court étaient reconnaissables et ils arrivaient quand même à faire des polyphonies et charger pas mal de sons pour que ça soit pas horrible quoi. On a de très très belles bandes son sur la Nintendo 64, même si je trouve que c'est une console qui a des jeux extraordinaires mais qui avait pris un virage à l'époque technologique qui était un peu discutable. Et du coup, on arrive au dernier extrait que j'ai sélectionné. Ah, c'est Final Fantasy 9 ça. Ouais, exactement, le 9. C'est ça. Alors, j'ai rare que je n'ai pas fait, que j'ai vécu par procuration. Ah, toi aussi. Moi aussi. J'ai vécu par procuration et je l'ai pas fait alors que j'ai quasiment fait tous les solos. Et je troll beaucoup d'ailleurs la bande son de FF9 de temps en temps, juste pour trigger les gens. Mais c'est normal aussi quand t'as pas l'expérience de l'avoir fait, d'être moins attaché. Mais je trouve, en gros, moi je trouve qu'il y a des chefs-d'œuvre dans FF9 et FF8. Mais je trouve que au niveau de la cohésion de la bande son et là où il y a le moins de morceaux achetés de manière générale, c'est Final Fantasy 6 et 7 que je trouve extraordinaire, où vraiment il y a pas beaucoup de thèmes faibles. Et non, c'est juste que je troll très souvent, c'est presque un meme du stream sur You Are Not Alone. Ensuite, la version orchestrale est pas mal, elle est classe. Mais c'est vrai que quand j'ai découvert You Are Not Alone et toutes les caisses quand on faisait les gens sans avoir le contexte, je trouvais que c'était vraiment... C'était un morceau pas fou avec un banjo bon tant pis et une flûte de pan Amiga. Mais c'était le premier FF que j'ai vu en fait, parce que c'était l'époque où j'étais back coach gamer, c'est-à-dire que je regardais mon frère jouer, tu vois. J'ai regardé mon frère faire l'entièreté de FF9 et du coup forcément vu que j'étais vraiment tout petit quand j'avais vu ça, c'était... c'est de l'émerveillement. Les musiques et tout sont toujours incroyables pour moi, mais du coup impossible d'avoir un avis objectif dessus en fait. Pour moi elles sont toutes géniales.